guerre, mais juste derrière ces énormes machines agricoles qui étaient les tanks. Et en fait, les Américains ont vendu à l'Europe et à la France, Xang, un système agricole absolument clé en main, avec d'une part des tracteurs, de très grosses machines agricoles, et d'autre part des engrais et des pesticides. C'était un modèle agricole qui avait formidablement marché jusqu'à un certain point dans le Midwest américain, dans les plaines agricoles du milieu des États-Unis, en posant des tas de problèmes. Mais pour aller vite, c'est un système qui avait paru absolument extraordinaire, avec une productivité inouïe. Et c'est ce système-là que les Américains ont vendu, entre guillemets, aux Européens et aux Français. Et les Français se sont précipités sur ce modèle clé en main parce qu'ils avaient faim et parce que tout ce qui venait des États-Unis à l'époque paraissait être miraculeux, y compris ces molécules chimiques qui, dans un premier temps, ont semblé rendre des services extraordinaires, parce que ces fameux professeurs qui se heurtaient à des problèmes en apparence insolubles dans l'avant-guerre, dans l'après-guerre, ils se sont retrouvés avec ces molécules nouvelles et qui avaient un effet immédiat sur les ravageurs des cultures, et avec une naïveté qui aujourd'hui nous paraît incroyable, eh ben, ces types-là, ces professeurs, les industriels, évidemment, qui vendaient ces nouvelles molécules, aussi évidemment ceux qui vendaient du matériel agricole, les syndicats agricoles qui étaient évidemment ravis finalement qu'on leur ouvre un boulevard pareil pour leur production. Tous ces gens-là se sont mis ensemble et ont sauté sur l'occasion d'un nouveau modèle agricole. Sauf que c'était un modèle, ce qu'on ne savait pas à l'époque, ce qu'on a découvert au fil des ans, c'était un modèle agricole, évidemment, comment dire, d'une certaine façon, sans espoir, puisqu'il était basé sur la chimie, et que très rapidement, très rapidement, on s'est rendu compte que ces produits chimiques posaient des problèmes considérables à tous les organismes vivants, et bien entendu aux hommes. En même temps, alors à ce moment-là, il était sans doute possible de. Tu veux pas me poser de questions? Je continue, ça va là? C'est parfait. Ça va, c'est ok. juste que quand tu t'avances, comme je Ouais, fais il faut maintenant, que je fasse attention. non, non, c'est pas grave, D'accord. à ce moment-là, je recule. Ok. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une situation tragique en France et que les Américains, notamment les Américains, sont venus avec des solutions qui sont apparues comme miraculeuses. Et à la sortie de la guerre, et ça c'est une des choses qu'on a découvertes dans notre livre, il y a un personnage absolument extraordinaire, totalement inconnu. Enfin, à mon avis, avant qu'on écrive notre livre, personne n'avait jamais entendu parler de lui. Mais c'est un personnage extraordinaire qui s'appelle Fernand Villaume et dont il faut absolument que je dise quelques mots. Parce que Fernand Villaume, c'est un ingénieur agronome qui est né au début du siècle, du XXe siècle. En 1923, il est déjà ingénieur agronome. Il copine, il est très copain avec des gens qui vont être parmi les fondateurs de l'INRA en France. Et en 1930, cet homme, donc, est ingénieur agronome, dont rien ne nous dit qu'il a été particulièrement de mauvaise foi. C'était un ingénieur agronome. En 1930, il est embauché dans l'industrie, chez Péchinet, qui est déjà une entreprise qui commercialise certains pesticides. C'est l'industrie chimique, disons, moderne, qui commence à apparaître sur la scène française. Et Fernand Villaume rejoint Péchinet en 1930 et fait sa carrière dans l'industrie tout à fait normalement. Villaume est sans doute l'homme qui le premier comprend que le rôle que va jouer l'industrie des pesticides. Pourquoi? J'en sais rien. On peut considérer que c'est un pionnier. En 1945, quand la guerre est finie et donc que règne cette situation de pénurie et même de famine, eh bien, Villaume a déjà noué beaucoup de fils entre des scientifiques, ses copains d'agro, entre les industriels qu'il représente, et puis aussi avec des représentants de l'administration française et du ministère de l'Agriculture. Il connaît tout le monde en fait, et il crée, ça ne s'invente pas, il crée le comité de propagande pour la protection des cultures. À l'époque, on n'a pas du tout les problèmes avec le vocabulaire qu'on aura plus tard. On sort de la guerre et propagande, ça fait peur à personne. Donc Villaume crée ouvertement le comité de propagande pour la protection des cultures. Et en quelques années, eh ben, il va créer ce qu'on appellera plus tard, ce qu'on appelle dans notre livre, le lobby des pesticides. Il fonde un journal qui existe toujours, qui s'appelle Phytoma, qui est un véritable chef-d'œuvre, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre inégalé de propagande pour les pesticides. Et dans ce journal vont défiler pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui, tous les grands responsables de l'administration française de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, les responsables du service de protection des végétaux, dont probablement personne n'a jamais entendu parler, mais qui est un service clé
le service de protection des végétaux, c'est le service, qui plus que aucun autre, me semble-t-il, dans l'administration française, aura accompagné et servi la cause des pesticides. Et la police des plantes, absolument, absolument. On verra bien plus tard, c'est-à-dire pas plus tard qu'il y a quelques mois, on verra ce service de la protection des végétaux s'illustrer dans la fameuse guerre du purin d'Orty. Bon, c'est une parenthèse. Mais Villaume donc crée Phytoma, le comité de propagande pour la protection des cultures, et il va en fait rassembler ensemble tout le monde, tous les acteurs disons, de la protection des végétaux, autrement dit, tous les acteurs de l'industrie des pesticides naissantes vont se retrouver prisonniers, en quelque sorte, sans le savoir, des liens que Villaume a imaginés grâce à son comité de propagande pour la protection des cultures. Il y aura ce journal, et puis toute une série de conférences, toute une série de congrès, toute une série de réunions, toute une série de banquets, il faut le dire aussi, qui vont rassembler perpétuellement les mêmes gens, on va dire peut-être pas plus qu'une centaine de personnes, mais qui concentrent absolument tous les pouvoirs de décision, de contrôle, de commercialisation des pesticides naissants. Et donc, nous, on a défini cette structure que Villaume a imaginée, on l'a écrit, et moi je revendique ce terme, on estime que Villaume a imaginé une structure paratotalitaire. C'est un mot assez dur, c'est vrai que ça fait référence à des visions assez cauchemardesques de dictature. Bon, paratotalitaire. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens-là, au début, dans la plus parfaite bonne foi, il faut le dire, ces gens-là, au départ, sont dans la bonne foi. Ils croient qu'ils ont trouvé une sorte de panacée universelle. Ils croient que, ils vont sauver la France de la famine à jamais, qu'il n'y aura plus jamais de famine, qu'il n'y aura plus jamais de ravageurs des cultures, et que deux, bien entendu, ils vont devenir très riches. C'est évident. Ça va de pair. C'est-à-dire, ils ont le sentiment de réussir le coup parfait, c'est-à-dire se remplir les poches, et puis apparaître comme des bienfaiteurs de l'humanité. Et donc, on a utilisé l'expression de paratotalitaire parce qu'en fait, ces gens-là, sans s'en rendre compte nécessairement, créent une situation où il n'y a plus aucune place pour quiconque ne serait pas d'accord avec leur vue sur les pesticides. C'est-à-dire que la société civile, ce qu'on appellera plus tard la société civile, est complètement mise à l'écart. Il n'y a absolument aucune voix discordante qui puisse s'exprimer. Tous ces gens-là sont... Il y a un problème? Ok. Ok, d'accord. Ok. Donc, ces gens-là ont créé cette structure quasiment parfaite. Il y a les industriels qui vendent leurs produits. Il y a les scientifiques qui donnent leur caution à ces produits, qui disent « oui, ces produits sont de très bonne qualité, ils sont parfaits contre tel ou tel ravageur, n'ayez pas peur, paysans, nous, scientifiques, nous vous garantissons l'innocuité et l'efficacité de ces produits. » Et puis, il y a l'administration qui serait chargée normalement de contrôler ces produits, qui serait chargée normalement de nous protéger éventuellement contre tel ou tel problème ou tel danger. Eh bien, ces gens-là sont absolument tous ensemble. En fin de course, il y a les paysans à qui ces trois catégories vantent les produits nouveaux. Et au fond, tout va aller dans la même direction sans que jamais, pendant des décennies, aucune voix dissidente ne puisse s'exprimer. Et je crois vraiment qu'on peut parler d'une structure paratotalitaire parce qu'en fait, il n'y a qu'une voix qui va parler sur les pesticides pendant les 20 années de l'après-guerre. On va dire grossièrement de 1945 à 1965, tous ceux qui en France vont parler de pesticides, à quelque titre que ce soit, seront en lien avec le lobby des pesticides. Évidemment, ça crée une situation absolument dingue. Les pesticides sont associés à l'idée de progrès dans l'agriculture. Les pesticides sont le symbole d'une agriculture nouvelle, d'une paysannerie nouvelle qui se débarrasse de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui rattache la paysannerie à son histoire, à ses traditions, à son passé. Le pesticide devient le symbole du progrès. C'est si vrai qu'on va voir un autre type qui joue un rôle très très important dans cette histoire, qui s'appelle Jean Bustaret, qui est le vrai fondateur de l'INRA. C'est le créateur de l'INRA en France, donc l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui est une énorme institution en France, très très importante. Jean Bustaret a créé l'INRA en 1946, et Bustaret, alors là, Bustaret, il joue un rôle gigantesque en France dans ces années-là, parce qu'en 1946, il va faire un voyage aux États-Unis, un de ses premiers voyages en avion transatlantique de l'après-guerre. Il va en Amérique avec un de ses collègues et il ramène des hybrides de maïs
qui vont amorcer la révolution agricole qu'on connaît